C'est bon. Alors, on va laisser donc... Ah ouais. C'est bon. Ah, super. Merci beaucoup. Merci. Bien. Alors, je vais être très très bref, parce qu'on va laisser le temps à nos partenaires de présenter un peu les institutions qui nous ont accompagnés dans l'organisation de ce symposium. Alors, je suis évidemment au nom du comité d'organisation et du comité scientifique, nous sommes ravis de vous accueillir dans notre jolie ville de Lille. Donc merci à l'IEP pour la mise à disposition des locaux. Alors je vous dis ensoleillé, des températures tout à fait raisonnables, peut-être même un peu attentivement frais pour les gens du Grand Sud, qui vont s'en accommoder, j'en suis persuadé. Voilà, donc je voulais faire quelques brefs remerciements déjà pour commencer. Je vais les faire à la fin du séminaire, mais là je préfère tout de suite le dire dès le départ. Donc, juste merci à Florence Génécatrice et l'ensemble des membres de la FEC qui nous ont invités et vivement encouragés à organiser ce symposium finance dans le cadre de ce magnifique colloque AFEC ITPE. Donc, merci à André Orléans qui a accepté instantanément d'être le président du comité scientifique. Merci à toi pour ta fidélité et ton amitié. Je voulais remercier évidemment l'ensemble des membres du comité d'organisation. Alors, tout le monde n'est pas encore présent peut-être, mais je vois il y a d'affaires, Elisabetta, Philippe était là, je l'ai dit tout à l'heure, Pascal Grandin va nous rejoindre. Donc d'avoir accepté de participer, de nous aider à concevoir ce programme. Donc, et les institutions qui le représentent, la faculté de gestion de l'économie et des sciences de l'Université catholique, Schema Business School, la faculté de finance, banque, comptabilité et le laboratoire RIM de l'IAE. Merci en particulier aussi à Michel et Roland qui ont accepté d'être les médiateurs conseillers de ce comité d'organisation. Je précise que sans leur présence et sans leur activité, tout cela n'aurait pas pu se faire. Et un grand merci à vous deux. Et merci à Roland pour sa pugnacité, son sens de la formule et sa capacité à activer les réseaux pour pouvoir organiser un événement comme celui-ci. Je voulais aussi rapidement remercier toutes les personnes qui ont accepté de tenir le rôle de président ou présidente de session et également discutant modérateur. Donc soyons très souples sur la gestion des ateliers. La seule rigueur qu'il faudra avoir, comme toujours, c'est sur la gestion du temps, mais on a quand même la possibilité de discuter. Voilà, pour terminer, je voulais juste dire que nous souhaitons collectivement, on va dire, mettre cette rencontre sous le signe de la réflexion, du débat intellectuel, du débat d'idées, du renouveau paradigmatique, autant que cela puisse être envisagé, et surtout de la bonne humeur. Voilà. Donc, je vous remercie de votre présence. Je vous souhaite un excellent colloque et un très bon symposium de finance. Bon, voilà. Alors, on a envisagé effectivement que plusieurs représentants de certaines institutions partenaires puissent dire. Peut-être tu peux commencer, ou Roland? Oui, par ordre alphabétique. Donc, la rêve qu'elle a trop de dire. Alors, Marc, allez, par ordre alphabétique. Oui, oui. Comme tu veux. C'est en Facebook. Oui. Bon, donc brièvement, peut-être qu'il faut se déplacer. Comme tu veux. Oui, Je merci, vais Marc. là rapidement. Brièvement, donc, avec quelques collègues en Suisse, nous avions lancé un appel en 2011 pour justement tenir compte de ce qui s'était passé en 2007-2008, tirer les leçons de la crise financière. Donc cet appel avait été signé par de nombreux collègues, tant en Suisse qu'à l'étranger. Nous l'avions lancé avec Paul Deminsky, mon ami et collègue Paul Deminsky. Voilà, c'est ça. Et puis, comme c'est souvent le cas, cet appel est resté sans effet. Nous avons décidé il y a 2 ans d'aller plus loin et de créer une association, donc l'AREF,
association pour le renouvellement de l'enseignement de l'économie et de la finance. Et nous avons organisé la semaine dernière notre seconde école d'été à Fribourg, et vous êtes bienvenus, on aura une l'année prochaine. Nous sommes confrontés au mainstream en Suisse avec le Swiss Finance Institute qui vraiment représente le dogme en quelque sorte et critiquer telle ou telle approche, telle ou telle hypothèse et devient casus belli. Donc ça devient insupportable, je dois le dire, et ce, d'autant plus qu'on a une responsabilité en tant que professeur, en tant qu'enseignant, par rapport aux étudiants, par rapport à leurs parents qui payent des impôts, par rapport aux universités. Il faut réfléchir aux concepts qui sont véhiculés, aux théories ou modèles développés, et vraiment tirer les leçons de la crise de 2007-2008. Tout à l'heure, dans le cadre de ma présentation, je présenterai quelques programmes de cours qui illustre ce problème. On dirait que les choses n'ont pas changé. Si elles ont changé, par la parenthèse se referme. Aujourd'hui, circuler, il n'y a rien à voir. Voilà en 2 mots. Y a-t-il des questions ou des commentaires? Sinon, je me rassois à ma place. Okay. Merci. Voilà, il y a deux réseaux. Il y a un réseau international de corporate governance and sustainability international group qui est représenté par le collège Williamson. C'est pas Williamson, c'est Williamson. Donc, mais qui arrive aujourd'hui. Donc, lors de sa session, il en dira un mot d'une manière plus détaillée. Et ce réseau, on avait travaillé avec l'Oriode et le réseau recherche, club recherche de l'IFA dans le cadre de la préparation de l'IFSAM, qui était la conférence internationale de en 2010. Et à partir de là, on a créé ce programme qu'on appelle Finance et Sustainability. Voilà. Avant que il y avait quelqu'un du réseau EURAM, il y a 5 groupes d'EURAM. Est-ce que Cardiopil peut nous a mis convaincre? Parce que EURAM a aussi tous les ans une session annuelle sur la finance et sustainabilité. Voilà, la SPA, Social Science Association. Personne oui, Yamina, je sais pas si Yamina, c'est moi. Peut-être dire un mot de la suite. Comme ça, on terminera par. Vas-y. Et Jacques Nidé qui va nous faire un peu tout à l'heure. Salut. Yamina Delchati, je vais représenter l'association d'études sociales de la finance à l'invitation de David et Roland, que je remercie pour avoir l'invitation de cette session. Alors de la CCFA, il y a aussi Stéphanie qui est là, qui parlera avec moi, et puis on a d'autres personnes dans le symposium. Cette association a été créée en 1998 et regroupe des personnes venant des sciences sociales et qui font les terrains en finance. Et donc, cette association va tout partager demain à 14h parce qu'on est pratiquement, on est assez nombreux ici. Et donc, on essaie de la continuer à faire exister. Et donc, on a un séminaire qui existe depuis 1998, qui est actuellement en place et qui donne lieu à des présentations passionnantes venant de sociologues, d'anthropologues, d'ethnologues, d'historiens, de philosophes. Et en tout cas, toujours avec des regards variés et qui se croisent et qui permettent d'enrichir sa question sur la finance. Voilà, merci. Bonjour, c'est Thomas Lavoir. Donc, moi je représente SDSN France. Alors SDSN, qu'est-ce que c'est? C'est le Sustainable Development Solutions Network, c'est le réseau des solutions pour le développement durable. Ça a été fondé en 2012 sous l'égide des Nations Unies, sous l'impulsion de son secrétaire général Ban Ki-moon. Et aujourd'hui, SDSN est présent dans 80 pays et le directeur est l'économiste Jeffrey Sachs. Alors, depuis novembre, il existe une branche française de SDSN qui comporte notamment un axe finance durable. Voilà. Alors, qu'est-ce que c'est que cet axe finance durable? En fait, on essaye vraiment pour reprendre le thème du colloque, repenser la théorie financière face aux nouveaux enjeux sociaux, sociétaux et environnementaux. On pense que, en fait, repenser la théorie financière est un enjeu social, est un enjeu sociétal et environnemental. Donc, l'urgence à court terme, c'est
de travailler ensemble pour le long terme, ce qui implique deux choses. Premièrement, c'est de faire un travail réflexif, c'est-à-dire dans le domaine financier, introduire la rupture en s'attaquant aux axiomes qui passent pour des évidences mais qui en fait régissent tout. C'est ce qu'on va faire ici pendant 3 jours, je pense. Et en même temps, c'est essayer de reconstruire la maison. Et pour reconstruire la maison, il faut plusieurs corps de métier. Il faut le plan de l'architecte, il faut aussi rassembler les matériaux, poser les fondations, édifier les murs, etc. SDSN est résolument ancré dans une démarche multi-acteurs. Donc dans notre axe finance durable, qui rassemble environ 130 personnalités, on a des praticiens engagés de la finance verte, on a des membres de la haute administration, et puis on a bien évidemment un volet académique. Donc ce volet académique qui nous concerne aujourd'hui, en fait, dans le cadre de SDSN France, il s'appuie sur un véhicule. Ce véhicule, c'est, alors c'est ça, désolé, c'est beaucoup d'acronymes, c'est l'Alliance POCFIN. POCFIN, c'est Post-Crisis Finance, l'Alliance pour la finance d'après-crise, qui regroupe aujourd'hui en fait 4 chaires de recherche qui sont dans des institutions différentes. Donc on a la chaire Finance Autrement à Cali Business School, dont le directeur est dernier rang, là, Christophe, tu vois. Il y a la chaire Éthique et Finance à la FMSH qui est dirigée par Christian Walter. La chaire Comptabilité écologique qui est à Dauphine, à AgroParisTech, à l'Université de Reims, qui est dirigée par Alexandre Rambaud et Harold Dupréau. Et la chaire UNESCO Bernard Maris à la FMSH, avec Lionel Larquet et Yves Clairoy. Alors, 4 chaires de recherche, c'est-à-dire c'est des projets de recherche qui sont déjà bien avancés, qui ont rencontré un partenaire qui les finance, donc c'est des équipes qui sont à maturité, qu'on a réussi à faire se rencontrer. Et dans un deuxième niveau, on a des membres individuels, donc on a aujourd'hui une trentaine de membres qui nous ont rejoints. Donc l'idée en fait, c'est pas de faire du window dressing et de dire on a un nouvel affichage, c'est vraiment dans l'esprit SDSN de créer des synergies entre les initiatives existantes. Toujours dans un triangle recherche, pédagogie, impact. Les 3 axes en fait se renforcent mutuellement. Et là, donc, on avance véritablement en mode projet. Donc, pour la partie recherche, ça va passer par des numéros spéciaux. Donc, on a différentes revues qui nous soutiennent. La revue Sustainability, la revue de philosophie économique, la revue Entreprises et Sociétés, RIBAF. On a de grandes revues, selon les classements usuels, qui commencent à s'intéresser à nous parce qu'on a une certaine visibilité. Donc là, on est en discussion avec Ecological Economics, par exemple, pour un numéro spécial. Donc l'idée, c'est de s'appuyer sur une marque commune. Et SDSN nous donne justement cette visibilité qui est totalement neutre parce qu'elle surplombe en fait nos institutions respectives. Et on est dans un cadre international pour aller occuper le terrain. Et c'est absolument nécessaire si on veut développer cette alternative paradigmatique au vieux modèle néoclassique des années 70. Donc ça, c'est pour la partie recherche. Après, pour la partie pédagogique, on a plusieurs choses qui se mettent en place, donc des petites choses. Alors on a un dispositif désormais de labellisation des syllabus et des programmes d'enseignement. Donc voilà, je vous invite, si vous avez des cours en finance durable ou en économie financière hétérodoxe, si vous voulez un coup de tampon SDSN sur votre syllabus, ça peut toujours être utile, donc ça, on peut apporter notre soutien. On a un projet de prix de mémoire étudiant, donc là aussi, l'idée c'est vraiment de mettre en avant tout ce qu'on fait, toutes nos productions sur ces thématiques. Donc c'est petites choses et grandes choses, donc là pour 2019-2020, on a ce projet de nouveau manuel de finances, parce qu'en fait on s'aperçoit que 10 ans après la crise, pour reprendre le titre de l'étude de l'Institut Veblen, il n'y a pas grand-chose à changer. Et une des raisons pour lesquelles on répète la même chose, c'est qu'on n'a pas, nos collègues n'ont pas de ressources pédagogiques qui leur permettent de diffuser ces nouvelles connaissances. Donc, on a besoin d'un nouveau manuel. Donc, c'est le projet, c'est l'objectif qu'on s'est fixé. Donc, l'idée, c'est sur 2019-2020, on va travailler avec un bureau. Donc, il y a Mina qui va travailler sur la partie système monétaire et financier. Christophe sur la gestion d'actifs. Catherine Cariotis qui n'est pas là, qui va prendre en charge l'axe, qui n'est pas là encore, mais qui va parler, l'axe gouvernance d'entreprise.
et puis Alexandre Rambaud sur l'axe comptabilité. Donc, le bureau en fait va coordonner la rédaction de ce manuel dans un esprit très pédagogique, très didactique. En fait, on va prendre le Vernimel, mais on va en faire quelque chose de complètement différent, en gardant la force en fait, de ce manuel qui est son accessibilité. Voilà, tout ça s'implique assez bien dans ce que fait SDSN France. Donc, ils ont un axe pédagogique, donc avec un truc qui est très bien, qui s'appelle le SULI-test. Je ne sais pas si vous connaissez le SULI-test. C'est l'équivalent du TOEFL, mais pour le développement durable, le Sustainability Literacy Test. Et donc on va développer un axe finance du SULI-test, qui sera également imbriqué dans le projet de manuel. Voilà, donc j'ai parlé de la recherche, de la pédagogie, et là, oui, le dernier axe, c'est l'impact. Donc l'impact, qu'est-ce que c'est? C'est se coordonner pour porter le message, pour parler dans le poste. Donc on va commencer à faire cette année. Donc, Catherine et Alexandre ont tenu un cycle de séminaire à France Stratégie, sur la plateforme RSE, par exemple. On a des tribunes récurrentes dans la presse. Le Monde Conversation, par exemple. Et puis, c'est aussi l'impact, c'est aussi aller développer des projets avec les acteurs. Donc, on a un projet de création d'institut méditerranéen de finances écologiques et sociales avec le FEMIS, qui est le think tank méditerranéen sur la politique économique en Méditerranée de référence. Donc voilà, les SDSN nous ouvre des portes pour obtenir des financements pour ce genre de projet. Donc voilà, avec Podfin, j'espère qu'on aura l'occasion de travailler ensemble et puis vraiment de construire quelque chose sur ces trois axes, donc recherche, pédagogie, impact. Voilà, donc, je suis ravi d'être là, je suis sûr qu'en 3 jours, on va bien accélérer les convergences. Merci. Merci beaucoup Thomas pour cette présentation exhaustive et tous ces projets très enthousiasmants. On aura l'occasion d'en discuter effectivement de manière soit informelle et surtout aussi en fin de symposium, puisqu'on a prévu une séance conclusive à Roland, je confirme, où on pourra mettre en perspective. Partez pas, vous n'aurez pas beau le tour avant vendredi. Voilà, c'est. Et je pense que Catherine Cariotti, qui va nous rejoindre tout à l'heure, aura l'occasion aussi d'exprimer au nom du rayon des... Voilà, écoutez, on est plus que dans les temps, c'est formidable. Nous avions envisagé de commencer à midi, il est 11h40. Oui, tout à fait, absolument. Alors, donc vous avez vu dans le programme, on a plusieurs formats différents. Donc nous allons avoir deux tables rondes, une table ronde introductive qui va se dérouler dans quelques minutes et une table ronde de vendredi sur des questions de financiarisation. Et vous avez ensuite étalé sur l'ensemble des 3 journées plusieurs ateliers plus classiques, on va dire, ateliers de présentation de communication sur des thématiques qu'on a essayé d'homogénéiser de manière à présenter un programme qui ait une certaine cohérence, de dire à la fin de la colloque si on est parvenu à ce résultat. Donc voilà, après, juste pour vous dire que si vous avez la moindre question ou le moindre problème technique durant ces 3 journées, il ne faut pas hésiter à me solliciter dans un premier temps, autant que je puisse vous aider, et puis surtout l'ensemble des organisateurs, puisqu'on est hébergé dans un colloque qui est assez impressionnant, et donc il y a beaucoup de monde qui sont à nos dispositions pour régler la moindre question. Voilà, Roland, Michel, peut-être peut-on envisager de commencer la première session, donc une première table ronde. Donc Michel Levasseur va en assurer la présidence, avec donc Yamina et Stéphanie, bien d'accord, Marc, Fédé, voilà, et Christophe Prévelli. Donc on a intitulé ça comme ça, comment la théorie financière repense-t-elle son cadre analytique, ses outils, son enseignement. Voilà, c'est un programme. Je vous laisse. Les présentateurs proches de la machine opérer facilement. Est-ce que vous préférez comme ça? Oui, c'est mieux. Oui, c'est mieux.
Je vais avoir quelques secondes pour dire un merci au Roland pour m'avoir sollicité, parce que l'île et la finance, lui, Long time ago. long time. Et puis je voudrais remercier également l'ancien collègue Villois et l'ami Villois de m'avoir participé à l'organisation de cette journée. C'est un grand plaisir de la retrouver. Et ils savent que j'ai toujours été curieux. Tout ce qui se passe dans la discipline, dans toutes ces directions, et je félicite de cette initiative. Bien, nous avons décidé de commencer cette manifestation par une première table ronde, j'ai envie de dire état des lieux, en quelque sorte, pour commencer. État des lieux autour du changement qui peut être enregistré dans les cadres analytiques qui sont utilisés par les différents enseignants. État des lieux dans les modifications et transformations dans les enseignements. Et puis après, place, je veux dire, à la réflexion, aux pistes et aux innovations. Et pour commencer, nous avons donc 3 interventions. La première sera celle de Stéphanie Serve et de Yasmina Tajedine. Et elles vont partir d'un rapport qui a été établi à l'Institut Veblen sur l'état de l'enseignement de la finance. Et elles vont s'interroger avec nous sur comment transmettre un enseignement renouvelé, à partir de l'expérience qu'elles ont vécue en finance, en prenant en compte les contraintes qui sont imposées dans les différentes organisations, que ce soit écoles ou universités, parce que quand même les contenus des cours sont souvent prédéfinis et il faut rentrer dans une contrainte qui est peut-être assez resserrée. Donc, je vais laisser intervenir comme pour chacun 15 minutes, on avait dit, si vous êtes d'accord, et puis échange ensuite entre nous tous. Peut-être s'il y a vraiment un point d'éclaircissement urgent, n'hésitez pas, levez la main. Plutôt lever la main que de me parler, parce que je suis un peu déficient d'un point de vue auditif, je le dis tout de suite. Quand j'étais encore enseignant, j'avertissais tout de suite mes étudiants en leur disant « Mesdemoiselles, ne vous inquiétez pas, si vous posez une question et que je me rapproche très près de vous, je n'ai aucune mauvaise pensée. » Voilà. Bien, avec plaisir. Merci Michel. Stéphanie, Yasmina, s'il vous plaît. Merci, bonjour à tous. Donc, je vais débuter cette présentation à 2 voix avec Yamina. Dans ce format contraint, on va essayer de ne pas trop déborder. Donc, pour vous présenter effectivement cette thématique, enseigner la finance autrement, bilan et expérience, et comme le titre l'indique, un bilan suivi d'un petit retour d'expérience donc en fait, on va se partager 3 thèmes en 15 minutes. Je vais essayer de ne pas parler comme une mitraillette. Donc en fait l'idée c'était de proposer de mettre en lumière les résultats les plus significatifs de l'enquête qu'on a menée en fait avec Yamina mais aussi avec Jésabel et Laurence sous forme de questionnaire récemment, de mettre en lumière les résultats les plus significatifs de ce questionnaire et d'envoyer en fait sur des petits retours d'expérience de nous deux. Donc moi en fait sur mon expérience en tant que professeur en gestion et plus spécifiquement en finance d'entreprise dans des formats contraints comme l'évoquait Michel, est-ce qu'on a de la marge de manœuvre? C'est un peu la question qu'on peut être amené à se poser quand même. Et puis Yamina nous parlera de la perspective des sciences sociales de la finance. Voilà pour le programme de ces 15 minutes.
Donc retour sur l'enquête 10 ans après la crise financière, comment enseigne-t-on la finance? Donc c'est un questionnaire, nous avons donc lancé ce questionnaire. Nous avons bénéficié de l'aide et du soutien de l'Institut Veblen qui est membre de Finance Watch. Nous avons élaboré donc toutes les quatre en fait un questionnaire une enquête composée de 27 questions avec un espace d'expression libre que nous avons diffusé sur une plateforme. Nous avons, alors le corpus des enseignants-chercheurs en finance est vraiment hétérogène. On a voulu avoir le maximum d'ouverture possible pour nos cibles. Hein. Donc on est passé par des listes de diffusion professionnelle et aussi par des groupes plus informels. On a relayé de la manière la plus extensive possible. On a ouvert en mai 2018 et clôturé fin juin. Et on a eu 198 répondants. Donc sur les statistiques dites descriptives, je vais faire très vite, une majorité d'hommes, mais ça reflète aussi, on va dire, en finance, on va dire le caractère genré de la discipline, environ 57% issus des universités et les écoles de commerce, un petit peu moins, mais bon, il y avait une bonne représentativité des deux institutions. Au niveau de la diversité des matières enseignées, ce que nous avons trouvé intéressant, c'est qu'il y avait eu une bonne représentativité des répondants, puisque vous avez 50% des répondants qui enseignent la finance d'entreprise. Je suis devant toujours, il faut me le dire. Hein. 42% qui enseignent la finance de marché, 46% l'économie bancaire et un petit peu moins en mathématiques financières et économétrie, mais c'est aussi représentatif du poids de ces matières dans les maquettes de formation. Donc, quels sont les résultats les plus significatifs de ce questionnaire? On ne va pas tout reprendre, hein, l'enquête est disponible sur le site de l'Institut Veblen. En fait, le constat qu'on a fait, c'est que le questionnaire révèle qu'il y a quand même encore assez peu de place accordée aux enjeux révélés par la crise financière. Nous avons une dominance en fait des fondamentaux de la théorie financière classique, donc avec une importance jugée dominante de l'efficience des marchés, notamment. Qui continue de structurer une large part des enseignements, suivi quand même, et c'est plutôt rassurant, de l'instabilité financière et des thématiques autour du risque systémique, mais aussi de la régulation financière à gauche, donc qui était quand même jugé globalement important par nos répondants. Donc voilà, donc l'efficience arrive en première place, ces thématiques qui sont quand même au cœur de la crise arrivent en seconde place, ce qui est quand même plutôt rassurant. En revanche, ce qu'on a aussi pointé de ces réponses-là, c'est le caractère quand même, la faiblesse en fait dans les réponses de tout ce qui est thématique émergente, tout ce qui tourne autour de la finance alternative. Comme vous voyez, en jaune c'est importance faible, hein, je ne vous refais pas les pourcentages, on n'a pas le temps, fintech et shadow banking, alors qu'on connaît son rôle dans la crise financière. Donc voilà ce que révèle ce premier type de résultat quant aux thématiques d'enseignement de nos répondants et l'importance qu'ils leur accordent. Alors ensuite, le questionnaire a mis en avant non, c'est pas le bon. Alors, des différences de focale suivant les institutions, c'est-à-dire, en fait, ce qu'on a pu constater, c'est qu'il n'y avait pas tout à fait la même importance accordée suivant qu'on soit à l'université ou suivant qu'on soit en école de commerce. L'instabilité financière va apparaître comme un thème important pour 88% des universitaires, 45 et 33, on va dire, entre grande importance et moyenne importance, alors que chez les enseignants des écoles de commerce, je crois qu'ici celui-là il apparaît, on a 58% d'importance pour ce même thème. On retrouve le même écart au sujet de tout ce qui est impact social de la... ah oui, il est en bas. Oui, on a un petit peu... On a inversé, ouais. On retrouve la même différence de focale entre école de commerce et université s'agissant de la thématique instabilité financière et risque systémique, une importance plus grande accordée à ces thématiques chez les enseignants-chercheurs de l'université par rapport aux écoles de commerce. Et à l'inverse, et donc c'est le graphique en haut à gauche, la finance éthique et responsable a le vent en poupe en école de commerce, bien plus que dans les universités, ce qui fait quoi un petit peu à ce que présentait Thomas tout à l'heure sur les chaires, et un élément d'interprétation, c'est que ça s'insère, la finance éthique s'insère peut-être plus facilement dans la culture des écoles de commerce d'une part, et que d'autre part, puisque Thomas évoquait les multiples chaires, c'est plus facile aussi pour les écoles de commerce de monter des chaires qu'à l'université. Moi j'ai été porteur de chaires pendant 4 ans, c'est très contraint de monter encore des chaires à l'université, même si ça se développe. Donc voilà un petit peu pour les différences de focale
suivant les institutions. J'ai le nez sur la montre. La question suivante, qui était quand même un des enjeux majeurs du questionnaire, l'effet de la crise sur votre façon d'enseigner. Donc en réponse en fait à la question pensez-vous que l'enseignement de la finance a changé à cause de la crise? Eh bien, nous avons une réponse qui n'est pas très importante. Seulement 25%, je vous fais grâce des virgules, des répondants ont jugé que l'enseignement de la finance a changé significativement. Environ 47% ont estimé que l'enseignement de la finance avait changé marginalement, et puis le reste, non, ou difficile à dire. Donc c'était une question sur l'enseignement de la finance au sens large. Après, il y avait des sous-questions sur votre enseignement de la finance. Et là, en fait, c'était à peu près à l'identique. Et ensuite, il y avait une sous-question sur est-ce que vous pensez que les formations en finance ont changé depuis la crise? Et là, en fait, on n'a pas reporté le graphique, mais globalement, les réponses dominantes, c'était que non, ça n'avait pas donné lieu, la crise n'avait pas donné lieu à la création de nouvelles formations pour 2/3 des répondants, ni à la création de nouveaux diplômes, ni à celle de chaires ou de fondations. Alors on retrouve un peu aussi ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire le poids aussi de... la difficulté de rendre dynamique les programmes à l'université, même là si c'est tout répondant confondu, puisqu'on est contraint par les plans quadriennaux, voire quinquennaux, et on ne peut pas faire la révolution dans notre matière, dans nos formations ou dans nos diplômes, comme ça, en temps réel, et donc il peut y avoir un effet explicatif de cela. Alors, un résultat intéressant également du questionnaire concernant les pratiques pédagogiques de nos répondants. Le questionnaire a fait état d'une grande concentration autour de 2 manuels de finance, donc le premier, donc Corporate Finance de Berck et de Marceau, et le deuxième, Finance d'entreprise, et son équivalent anglo-saxon puisqu'ils le font aussi en anglais, Corporate Finance de Pierre Verniemen. Chacun de ces manuels étant indiqué par plus de 25% des répondants. Après, on avait un ouvrage de finance de marché de John Hull qui arrivait en 3e place, et différents ouvrages de Michel Aglietta pris ensemble en 4e place. Mais très loin derrière. Donc on voit que ces 2 manuels structurent aujourd'hui largement l'ensemble des cours de finance en France. Et donc du coup c'est vrai que ça lie aussi le contenu des cours à l'utilisation de ces 2 manuels, et donc effectivement nous faisons écho à ce que Thomas évoquait tout à l'heure dans sa présentation, de l'importance de proposer un manuel de référence pour présenter aux étudiants la finance autrement. Je pense qu'on aura l'occasion d'y revenir à l'occasion de ce symposium. Voilà, donc je pense que j'ai été à peu près rapide sur la présentation du questionnaire, mais j'ai quand même, on a essayé quand même de mettre en avant les principaux résultats et on pourra faire le débat. Alors donc je vais envoyer sur ma propre petite intervention, donc retour d'expérience personnelle avant de passer la parole à Yamina. Voilà, j'ai fait quelque chose d'informel, pas de slides. Donc moi ça fait 20 ans que j'enseigne la finance d'entreprise. En gestion, d'accord, et je suis en IAE actuellement depuis 3 ans. Donc j'enseigne la finance d'entreprise en licence 3, en master 1, en master 2. Donc je n'enseigne pas l'économie financière, je n'enseigne pas la régulation et la réglementation. Et hors enseignement-recherche, ce que je fais aussi, mon propos ici, c'est de dire, voilà, j'ai 27 heures de cours en politique de financement et d'investissement à des master 1, j'ai 27 heures de cours en analyse financière à des L3. Est-ce que ça a un sens de se poser la question de savoir si son enseignement il a changé depuis la crise? Donc c'est de ça que je voulais vous parler assez brièvement. Vu que chaque année, à chaque fois que je fais passer des entretiens de recrutement, et ça date pas de mon expérience à Créteil, ça date de mes 20 ans d'expérience, et que je vois les étudiants qui arrivent pour postuler dans les filières de finance, et à chaque fois j'entends à la réponse à la question pourquoi vous choisissez la finance, je choisis la finance parce que j'adore les chiffres, j'ai la passion des chiffres, je n'en peux plus, tous les ans je suis idéaliste et ça recommence et je me dis je suis encore là aujourd'hui pour vous parler de l'enseignement de la finance d'entreprise depuis la crise. Alors je prends 2 exemples concrets de mon quotidien d'enseignement à l'IAE Gustave Eiffel avec des formations majoritairement en alternance. Le premier, c'est le cas de l'enseignement en politique d'investissement et de financement. Alors c'est sûr que je ne vais pas dire à mes étudiants que la valeur nette est l'expression aboutie d'une forme financiarisée, parce qu'à la sortie, ils doivent quand même devoir actualiser des projets d'investissement à la vanne et au taux de rentabilité interne. Je ne vais pas non plus pouvoir malheureusement leur expliquer un petit peu les enjeux de la value at risk et pourquoi ça vient des modèles dominants de Vasicek et de Merton, etc., sur la réglementation et les impacts sur la réglementation bâloise et la performativité, tout ça. Je ne peux pas faire ça.
Mais on peut quand même faire des choses. Donc déjà, moi, ce que j'ai fait dans mes 27 heures, donc je fais vraiment ma cuisine du quotidien, mais c'est le sujet aussi, hein, j'ai réduit énormément la technicité aux bases, voilà, et je garde toujours 5 à 10 minutes d'échange en début de cours sur des thématiques qui peuvent faire l'objet d'une approche critique. Toutes ne le sont pas, comme je vous dis, moi je ne vais pas leur remettre en question la balle, ils sont en filière en alternance, ils doivent être formés à des basiques de la finance, ils doivent savoir s'en servir. Mais par exemple, je donne juste un exemple, hein, je fais plusieurs choses en vérité, quand on parle du rachat d'actions, qui intervient plutôt à la fin de mon cours, puisque c'est les thématiques politiques de distribution et rachat d'actions, et bien là, en fait, je suis en mesure de présenter effectivement la manière dont les rachats d'actions sont présentés dans le Vernimmen, hein, parce que j'utilise le Vernimmen, j'ai eu Monsieur Vernimmen en cours, je ne renie pas ni ma discipline, ni les basiques, mais voilà, donc, et après je leur montre qu'il y a eu une polémique autour de comment interpréter le rachat d'actions. Je ne vais pas leur donner l'article des sociologues, mais je m'appuie par exemple sur des The Conversation, des articles de presse, ma propre manière de verbaliser les choses, et je leur montre un petit peu que c'est pas forcément de cette manière-là qu'il faut le voir, qu'il y en a peut-être une autre. Obligation de moyens s'entend. Hein. L'idée, c'est de réaliser une imprégnation que j'essaye en M1 d'articuler avec mon cours d'initiation à la recherche. Là, je me lâche un peu plus, évidemment, j'ai plus de marge de manœuvre. Donc, sur les rachats d'actions, je peux faire ça. Sur un certain nombre de thématiques, comme ça, en M1, j'arrive quand même à faire vivre une petite conversation. Deuxième et dernière expérience, parce que je vais avoir épuisé mon temps de parole, l'analyse financière en L3, donc là on met un saut de difficulté supplémentaire, le plan comptable général n'a pas changé depuis 1999, les soldes intermédiaires de gestion et la CAF sont toujours ce qu'ils sont. Alors là, qu'est-ce qu'on peut faire pour essayer d'imprégner un petit peu les étudiants aux effets de la crise financière? En fait, on peut quand même, parce que donc moi, mes recherches portent beaucoup sur le financement des PME et des TPE ces dernières années. Donc déjà, c'est quoi l'objet PME? C'est quoi la place dans l'économie française? On commence par les fondamentaux. Et puis, ça sert à quoi l'analyse financière? Ils vont occuper des postes de chargé d'affaires en banque commerciale. C'est quoi la banque commerciale? C'est quoi le processus de distribution du crédit? C'est quoi un financement des intermédiaires? Alors là, je vous la fais vite, mais la vérité, c'est que je distille 5 minutes pareil en début de cours à chaque fois. Est-ce qu'il n'y a pas des problématiques de contraintes de financement des petites TPE et des petites PME en France? Est-ce qu'il n'y a pas des thématiques de rationnement de crédit? Est-ce qu'il n'y a pas un souci de financement de l'économie réelle par rapport à d'autres types de finances, etc. Puis j'essaye d'amener des questions. Et voilà. Et donc, en fait, je limite au maximum le nombre des retraitements comptables qu'on peut faire sur les soldes intermédiaires de gestion, entre parenthèses qui ne sont pas utilisés par les 3/4 des professionnels, j'en garde 2 ou 3. Et dans mes 27 heures de cours contraints, je peux vous assurer que j'arrive à faire passer des messages. Alors certains vont passer au-dessus de leur tête, mais encore une fois, obligation de moyens.